Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de cette aventure. Les veilleurs, j'étais impatient d'y revenir, voire surexcité de continuer à poursuivre mon exploration de Morneval que voici. Vous voyez, j'ai collé mes petites cartes, enfin collé avec une petite matière qui se détache. Et vous voyez, ça tient comme par miracle, parce que j'ai vu des joueurs qui se plaignaient que les cartes tombaient. Voilà, il faut être un peu malin. Je vais continuer, je pense, avec le village déchiré, puisque c'est le chapitre 5. Je dois avouer que j'aurais eu tendance à d'abord faire la douane fluviale ou la fontaine chuchotante ou des choses comme ça. Mais je vais plutôt, je ne sais pas pourquoi, m'orienter vers l'ordre des chapitres, si vous êtes d'accord. Alors je replace ma petite piste de dés un petit peu plus loin. Alors au niveau de la feuille de personnage, j'ai donc 21 points de vie. C'est tout ce qu'il y a ici, 21 points de vie. Et puis au niveau, j'ai 9 points de résolution. Code, le défaut de la cuirasse, Aven, patrouille, avant-garde, et j'avais également le code arrivée tardive, mais comme je vous l'ai expliqué, je pense que ce code est à supprimer. En objet, j'ai un bracelet de bronze, artefact ancien, et mon épée est aiguisée pour encore un combat. Et ce coup-là, je vais essayer de ne pas l'oublier. Ça serait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et puis il me reste mes sectateurs, c'est ma seule troupe qui me reste. Et puis j'ai 3 statuettes. Je suis en alerte verte. J'ai 3 statuettes, donc un destrier, un rat et un aigle royal. Voilà pour l'état des lieux. Et sans plus attendre, donc, le village déchiré, chapitre 5. Chapitre 5. Alors j'aurais bien aimé qu'il nomme les chapitres plutôt que de mettre seulement le nom. Vous ne pouvez visiter ce lieu qu'une seule fois. Retournez à la carte de la région si vous avez déjà exploré l'endroit. Dans le cas contraire, rendez-vous au 50. Direct. 50. Les informations recueillies dans la bibliothèque de la Tour des Scribes vous ont poussé à vous mettre en quête de cet étrange village auquel sont associés veilleurs et simulacres. Peut-être trouverez-vous là-bas quelques réponses à vos questions. Suivant les indications du croquis, vous traversez Morneval, d'ouest en est. Aux landes stériles, battues par les vents tempétueux, succèdent des étendues marécageuses où vous rechignez à vous aventurer. Vous devinez mieux l'utilité de la haute chaussée des rois pour ces terres hostiles. La route permet de franchir aisément les marécages insalubres sans risquer de se retrouver empêtré dans quelques vasières ou de perdre un précieux chargement dans d'insondables étangs fangeux. Des ombres furtives se glissent parfois entre les troncs des arbres morts sans que vous puissiez déterminer la nature de ces créatures errantes. Rendez-vous au 27. À l'extrémité orientale de la région, la grande voie commerciale recoupe une rivière en crue qu'enjambe un solide pont de pierre au lieu dit de la marche des géants. D'après le plan en votre possession, le village déchiré se situe quelque part adossé à l'une des montagnes qui s'élèvent sur l'autre rive, aux flancs escarpés et ravinés par des torrents furieux. Si vous détenez le code informé, elle est au 8. Dans le cas contraire, rendez-vous au 53. Mais je ne suis pas informé. Où est-ce que j'aurais pu obtenir ce code? Je ne sais pas. Des rumeurs d'une cascade vous parviennent aux oreilles. Vous ne devez plus être loin. Face à vous, l'origine est barrée par des cimes altières. La route jusque-là rectiligne commence à serpenter dans les premiers contreforts rocheux annonçant des reliefs tourmentés. Des saules argentés se penchent sur la chaussée, leurs ramures ployées figurant quelques révérences, comme on s'incline devant un roi. Enfin, au bout d'un long faux plat descendant, vous distinguez le pont. Vous percevez un mouvement sur son tablier. L'endroit grouille de soldats. Une impression de danger vous saisit. Lancez un dé. Si vous êtes Thrall gaillant ou que vous possédez l'auton bonne fortune, ajoutez 1 au résultat. Sur 1 à 4, allez au 46, sinon allez au 12. Premier jet de dé de cette partie.
2 plus 1 égale 3. Je vais donc aller au 46. Je pense que ce n'est pas bon. Malédiction. Avant que vous n'ayez pu esquisser le moindre geste, un son grave s'élève dans les nuées. Un guetteur, embusqué dans l'un des saules, vient de vous repérer et de souffler dans un corps d'airain. Si vous possédez une carte alerte rouge, allez au 15. Si votre carte alerte est verte, allez au 34. J'ai bien une carte verte. Vous hésitez à vous fondre aussitôt dans la végétation invasive qui borde la route, mais considérez qu'après tout, rien ne vous interdit d'arpenter la haute chaussée de Roye comme n'importe quel voyageur traversant la région. Depuis la zone du pont, derrière lequel vous devinez un véritable campement, 3 cavaliers s'élancent au trot rapide à votre rencontre. Si vous continuez à avancer en suivant la voie marchande, rendez-vous au 17. Si vous préférez, à l'inverse, vous soustraire à ce contrôle et fuir à travers le marécage, allez au 25. Euh, délicat, délicat. Bon, 3 cavaliers, c'est pas la mort. Mais il y a une alerte. Donc ils sont au courant que je suis un intrus. Bon, je vais me soustraire au contrôle et fuir en 25. Au moment opportun, vous plongez au bas du talus et disparaissez dans une roselière odorante. Aussitôt, des cris s'élèvent derrière vous tandis que la chasse s'organise et que les appels se propagent en sinistres avertissements. Vous redoublez de vigueur et courez aussi vite que possible. Effectuez un test de corps, bénéficiez d'un modificateur de +1 si vous n'êtes pas blessé ou gravement blessé, car vous disposez d'un temps d'avance sur vos poursuivants. Alors, petit test, test de corps. Donc je rappelle que j'ai +2 encore, +1 de bonus indiqué par le jeu, donc ça devrait aller. Donc ça fait +3. Normalement, je ne peux pas échouer. Ah ouais, je ne peux pas échouer. 5. Comme ça, c'est réglé. Donc je vais au 30. Vos efforts finissent par payer et vous parvenez au terme d'une longue cavalcade à semer les pisteurs jetés à vos trousses. Vous reprenez votre respiration dans un bois dont les troncs serrés colonisent un îlot de terre émergeant du marigot. Mais vous savez que des patrouilles doivent encore sillonner les environs à votre recherche. Avec la nuit qui s'installe, vous en avez la preuve quand vous discernez au loin le halo des torches vacillantes illuminer le crépuscule de taches mordorées. Rendez-vous au 21. Illuminer le crépuscule de taches mordorées. Je n'ai jamais vu ce mot. Je suis impressionné par le vocabulaire de l'auteur. Et ce n'est pas le premier paragraphe que je rencontre où je rencontre un mot que je ne connais pas. Pourtant, j'ai beaucoup lu. Enfin, j'ai un peu lu, pas mal lu dans ma vie. Notez le code traqué. Alors ça, c'est pas bon. Ainsi, comme à la tour des scribes, le baron de Belfroy a dépêché ses soldats afin de défendre ce lieu stratégique et empêcher quelque âme curieuse d'explorer ce village perdu. C'est forcément que l'endroit présente un intérêt de tout premier ordre pour votre mission. Plus que jamais, vous comprenez qu'une partie du mystère entourant les veilleurs, le sanctuaire qu'ils gardent et les énigmatiques simulacres se dissipera au moins en partie là-bas. Une nouvelle fois, vous convoquez vos troupes. Rendez-vous au 13. Alors, je vais noter mon code, si vous m'y autorisez. Alors, traquer. Et je vais au 13. C'est au petit matin que vos guerriers vous rejoignent enfin. Leur périple a été éprouvant. Coupé à travers la lande les a contraints à un rythme de marche soutenu. Heureusement, cela leur a permis d'éviter les mauvaises rencontres sur la haute chaussée des rois. Si vous possédez le code La nuit porte conseil, lancez un dé et récupérez autant de points de vie que le résultat l'indique avant de poursuivre votre lecture. Si vous possédez le code Connaître son ennemi, rendez-vous au 42. Dans le cas contraire, rendez-vous au 33.
Eh bien, ça sera le 33, parce que je n'ai aucun de ces codes. Placez devant vous le plan 1 de l'échauffourée de la marche des géants et vos cartes troupes en position sauf. Aux premières lueurs de l'aube, vous réfléchissez à une stratégie d'attaque. Si vous possédez une troupe de combattants à distance, archers ou à balétriers, et que vous les disposez au niveau du promontoire, notez le code perché. Si vous avez la possibilité d'invoquer Gwynuron et que vous souhaitez le faire... Qui est Gwynuron? Je ne sais pas qui c'est. Elle est au 20 avant de poursuivre la lecture de ce paragraphe. Décidez ensuite de votre tactique. Si vous progressez avec vos guerriers à couvert des bosquets le long de la route avant de vous lancer à l'assaut du pont, rendez-vous au 7. Si vous préférez pénétrer dans le marais jusqu'à l'estuaire pour prendre à revers les soldats du baron, rendez-vous au 24. Bon, alors attendez, j'ai des trucs à noter et je dois aller chercher un plan. Alors, le plan 1 de l'échauffourée de la marche des géants. Voici ce que ça donne. Donc nous devons accéder au pont. Et voici, je suppose, les soldats ennemis qui sont là. Et peut-être ça, c'est notre troupe, le petit drapeau rouge. Alors, y a-t-il une indication? Alors, le promontoire, ça paraît très logique hein, de se mettre dessus pour tirer. Dois-je progresser à l'abri de la forêt? Je vais plutôt... délicat, tout ça. Je vais plutôt pénétrer dans le marais jusqu'à l'estuaire pour prendre à revers les soldats du baron au 24. Vous vous dispersez dans le marécage tandis que vous donnez des consignes à vos guerriers par une série de gestes équivoques. Quelques brumes matinales masquent votre progression dans les bourbiers et vous commencez à croire que vous avez pris la bonne décision. Mais, lorsqu'en traversant l'estuaire, une volée de flèches s'abat sur votre groupe, vous poussez un juron. Des archers embusqués sur l'autre rive vous ont pris pour cible. Lancez un dé à 2 reprises pour chacune de vos troupes vous accompagnant. Modifiez chaque lancer en fonction des conditions suivantes. Si vous possédez le code traqué, appliquez un modificateur de -1. Si vous possédez le code Le Fléau, bénéficiez d'un modificateur de +2 car Gwynoran surgit du marais pour fondre sur vos ennemis. Si vos archers arbalétriers vous accompagnent, bénéficiez d'un modificateur de +1. À deux reprises, c'est pas possible. Alors, si le résultat est de 3 ou moins, la troupe subit un revers. 4 et plus, la troupe est indemne. Vous pouvez relancer à 2 reprises le dé lors de cet assaut en échange à chaque fois d'un sacrifice de 3 PV. Alors, n'oublions pas que je suis commandant. Je peux faire un appel aux armes. Je vais le faire. Hein. Je l'aurais fait forcément avant. Je vais rappeler mes arbalétriers, ça paraît logique. Ça paraît tout à fait logique. Une fois au cours de l'aventure, vous aurez l'occasion d'invoquer à nouveau une carte troupe dont vous avez été obligé de vous défausser. Elle peut entrer en jeu immédiatement. Allez. Je l'aurais fait un petit peu avant, on n'a pas le droit de le faire pendant un combat, on est d'accord. Et encore, c'est même pas marqué. Hein. Allez. Arbalétriers, les voici ressuscités et qui me rejoignent. Donc, je peux... noter le code perché. Et donc je vais noter le code perché et ensuite je fais faire mes lancers de dés. Alors on va commencer par les arbalétriers. Si j'étais tricheur, je dirais que je ferais mieux de les ressusciter, mais après ces lancers de dés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un petit doute là-dessus. Est-ce que je fais ça ou pas? Bon, je vais me l'autoriser parce que je suis un joueur moyen.
mais c'est plutôt fluff, hein, on les ressuscite à l'aide d'une magie. Je suppose qu'on peut le faire exactement quand on veut. Je vais quand même relire au début, je ne vais pas faire de conneries, hein. Je vais quand même relire l'archétype vite fait. Alors l'archétype, il est où? Ici. Maître de guerre. Appel aux armes une seule fois au cours de l'aventure. Vous aurez l'occasion d'invoquer une nouvelle carte troupe dont vous avez été obligé de vous défausser. Bon, je vais le faire après. Si vous m'autorisez, bien sûr. Donc, on l'a dit, je traîne. Pour le sectateur, c'est parce que je suis inquiet pour la suite. C'est pour ça que je traîne un peu, j'y vais à reculons. Allez, allons-y. Donc j'ai un modificateur de -1. 6 moins 1 égale 5. La troupe est indemne. Si toutes vos forces sont en déroute, allez au 49. Dans le cas contraire, non, mais je vais être obligé de le faire pour les arbalétriers, parce que sinon, j'aurais pas pu noter le code. Voilà, j'aurais pas pu noter le code. Je réfléchis tout haut, excusez-moi. Donc, je vais le faire aussi pour les arbalétriers. Et puis là, je vais dépenser un point d'héroïsme pour me mettre un +2. Il me restera qu'un seul point d'héroïsme. Allez. Donc, +2 moins 1, ça fait +1. 5, c'est réussi. J'ai bien mes arbalétriers et puis mes sectateurs. Bon, on avance. Rendez-vous au 43. J'allais oublier, je dois lancer 2 fois de suite un dé pour les arbalétriers. Donc on va dire que les sectateurs étaient saufs. Et puis je vais le relancer un dé 2 fois de suite pour les arbalétriers. Allez, alors premier lancer. 4. 4 moins 1 égale 3. C'est raté. Mais je vais dépenser mon dernier point d'héroïsme pour me mettre un +1. Et donc là, ça colle. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 façons d'utiliser les points d'héroïsme. Ou +2 avant le lancer du dé, ou +1 après le lancer du dé. Et une deuxième fois pour les arbalétriers. 6 moins 1 égale 5. Je m'en sors quand même. Et donc, je vais aller au 43. À la tête de vos combattants, vous vous lancez à l'assaut du pont où les soldats de Morneval vous attendent en dressant une herse de lance. Lancez un dé pour chacune de vos troupes engagées dans la mêlée. Modifiez le résultat de chaque lancer en fonction des conditions suivantes. Si vous possédez le code Le Fléau, bénéficiez d'un modificateur de +2, car Gouénuran continue de harceler les soldats du baron. Si vous possédez le code Perché, bénéficiez d'un modificateur de +1. 2 ou moins, déroute. 3 ou 4, revers. 5 et 6, la troupe est indemne. Vous avez une nouvelle fois l'opportunité de relancer une fois le dé en échange d'un sacrifice de 3 PV. Bon, allez, pour les sectateurs, donc je vais avoir un bonus de +1. Allez, les sectateurs. 5 + 1, c'est bon. Les arbalétriers, ça compte pas. 3 + 1 égale 4. La troupe subit un revers. Donc mes arbalétriers sont inclinés. D'ailleurs, je vais les mettre là, comme ça, vous les verrez à la caméra. Je peux relancer un dé avec 3 points de vie. Est-ce que je le fais? Ça, je passerai de 20 à 17. Allez, je le fais. « 17 points de vie. Allez, je relance le dé. 3 + 1, c'est la même chose. Et donc, ça ne bouge pas. S'il vous reste des unités actives engagées dans la mêlée, état sauf ou harcelé à l'issue du deuxième tour, rendez-vous au 55. Alors, pourquoi il me parle d'un deuxième tour? C'est le deuxième tour, oui, effectivement. Alors, je vais
au 55. Victoire, les troupes du baron sont éliminées. Vous vous mettez en quête du village déchiré sans plus attendre. Vous savez votre répit éphémère désormais. Le coup de force de la marche à la marche des géants ne passera pas inaperçu très longtemps et vous devez profiter de ce sursis pour mettre à profit votre avantage. Muni du plan dérobé à la tour des scribes, vous vous lancez à la recherche du hameau. D'étroits et escarpés chemins de montagne permettent de sillonner les versants sur lesquels s'éparpillent vos guerriers. Lancez un dé, ajoutez 1 au résultat si vous possédez le don Bonne Fortune et 2 points si votre carte alerte est verte. En revanche, diminuez le résultat de 1 point si votre carte alerte est rouge. Ben écoutez, pour l'instant, elle est toujours verte. Hop. 6. Donc ça nous fera du 5 et plus. Inscrivez 5 et plus, compteur temps sur votre fiche de personnage. Je le fais immédiatement. Compteur temps. Donc j'inscris 5. Au détour d'une vallée encaissée où rugit un torrent impétueux, vous aboutissez au terme d'une pénible ascension à un plateau d'altitude où vous découvrez enfin l'endroit tant espéré. Des silhouettes fugitives regagnent leur masure, parfois d'un pas pressé, mais le plus souvent indifférentes à l'irruption de vos guerriers dans le hameau perché. Placez devant vous le plan du village déchiré et inspectez-le attentivement. Certains numéros sont particulièrement difficiles à trouver sur cette illustration. Rendez-vous en bas de page pour bénéficier d'une aide ou sur le site de 2 Architectura pour récupérer les numéros. Alors là, je dis non. Je ne suis pas d'accord que l'aide existe sur le site d'Architectura. Ok, mais alors la rappeler au milieu du livre, je trouve que c'est pas bon. Les joueurs ont besoin de difficultés. Ils demandent à résoudre un défi, pas à être pris par la main en permanence en cas de difficulté. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Déjà qu'il est indiqué qu'il y a une aide au bas de la page, alors je trouve ça abusé. Si votre carte alerte est rouge, posez immédiatement la carte lieu numéro 5 à l'emplacement que vous identifierez facilement. Le compteur temps indique que vous venez de noter, correspond au nombre maximum de points d'intérêt que vous pouvez explorer avant que les renforts de l'armée du baron n'investissent la montagne et vous coupent la retraite. Une fois vos investigations terminées, poursuivez votre quête sur la carte de Morneval. Vos unités restantes réintègrent leur campement forestier. Bon, alors là, c'est marqué, même si vous ne voulez pas voir, vous êtes obligé de le voir. Ça, c'est à retirer du livre, je suis désolé. Alors, placez devant vous le plan du village déchiré. Où est ce plan? Alors, le plan est bien caché, il est au dos de la carte de Morneval, et le voici. Alors, on va l'examiner en détail, bien sûr. Bon, il y a des numéros assez vite repérables. On en voit déjà 3, le 16, le 36, le 41. Et puis de ce côté-là, c'est plus difficile. Mais je n'ai pas encore utilisé mon arme secrète, à savoir le zoom de l'iPhone, n'est-ce pas? Et on va commencer par le numéro les plus faciles. On va aller au 16. Donc le compteur temps que vous venez de noter correspond au nombre maximum de points d'intérêt que vous pouvez explorer avant que des renforts de l'armée du baron n'investissent la montagne et vous coupent toute retraite. Donc je peux examiner 5 sur 6 en admettant que je les trouve. Vous savez quoi? Je pense qu'il est mieux de d'abord chercher les 6 points d'intérêt parce que les mieux cachés seront certainement les meilleurs.
Alors vous pouvez chercher avec moi si vous êtes d'accord. Alors, ça m'a l'air effectivement assez difficile. Il y a forcément quelque chose du côté de cette rive, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien trouvé. Donc voici le pont. Ok. Donc là on a le 16, on a le 36. C'est quand même incroyable que même avec le zoom de l'iPhone, je ne trouve pas les numéros cachés. Le 41 paraît très évident. J'en ai 3 sur 6 seulement. Et 3 évidents. Donc c'est que forcément, j'ai loupé quelque chose. Je suis au zoom maximum, si vous voulez. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On n'a pas un chiffre là, avec les crochets, 38. Auquel cas, c'est bien dissimulé, je dois l'avouer. Ah, mais non, le voilà, 51. Alors là, il était effectivement, je suis passé plusieurs fois devant et je ne l'ai pas vu. Allez, je vais regarder le 51. Mais le 51, j'ai eu un mal de chien à le trouver. 51. Un groupe de jeunes chasseurs est réuni là, s'employant au tannage du cuir. Ils abordent des tatouages rituels qui dessinent de savants entrelacs sur leurs bras musculeux. Le regard fier et droit, les jeunes villageois interrompent leur discussion lorsque vous vous approchez. Je suis Trollgaillon, je vais au 19. Les uns après les autres, les guerriers posent un genou en terre en signe d'humilité. Leur meneur, malgré son visage juvénile, s'adresse à vous dans une langue ancienne que vous n'aviez plus entendue depuis très longtemps. Ils ont deviné qui vous êtes et ce que vous représentez. Eux portent l'héritage de leurs ancêtres et se réclament des premiers hommes, serviteurs des titans qu'ils continuent à vénérer en secret. Bien qu'ils paraissent peu expérimentés, leur détermination sans faille pourrait bien pallier un certain défaut de maîtrise dans l'art de la guerre. Si l'une de vos 3 unités de base, arbalétrier, sectateur ou éclaireur, est tombée au combat, vous pouvez regarnir ses rangs avec ces nouveaux volontaires. Reprenez dans ce cas la carte qui sera de nouveau jouable lors de la prochaine bataille. Je vais récupérer mes éclaireurs, c'est super. C'est super. Bon, alors là, je vais faire une pause et je vais chercher autre chose. Alors, j'ai trouvé un autre numéro, c'est le 14. Alors, finalement, il n'est pas si dur à trouver que ça, celui-ci. Donc, en fait, s'il y en a 6, il ne m'en manque qu'un seul. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, le 6e sera à trouver pour le prochain essai, puisque je suppose qu'il y aura un prochain essai. Donc, le 14. Un homme sans âge, aux cheveux ébouriffés, les pieds nus, est affairé sur son tour à confectionner une poterie. Au milieu de la girelle humide et sous les doigts experts de l'artisan, le tas grossier de glaise prend peu à peu forme. Seul le grincement de la pédale qu'il actionne à un rythme cadencé vient rompre le silence apaisant de ce moment de création. Bien sûr, ce n'est plus l'argile d'antan, s'exclame-t-il sans lever les yeux de son ouvrage. Pardon ? Répondez-vous simplement, sans trop savoir s'il vous adressait vraiment la parole.
Un léger sourire illumine son visage brugriné, maculé de boue. La matière, l'agile primordial, ne me dites pas que vous êtes venu jusqu'ici pour profiter du grand air. Ça ne serait pas une mauvaise idée à bien réfléchir, plutôt un choix judicieux même. Tout est beau ici, si simple. Vous êtes là pour les simulacres, pas vrai? Vous songez à une réponse opportune, mais il reprend aussitôt la parole. La convoitise, voilà le plus grand des péchés. La quête insatiable de pouvoir, la seule richesse est la contemplation. Sans doute, éludez-vous avant de tourner les talons et laisser le potier à sa philosophie nébuleuse. Sa voix chantante s'élève de nouveau dans votre dos. Vous ferez les bons choix, j'en suis certain. Gardons simplement à l'esprit que chaque veilleur a son point faible, car la perfection n'est pas de ce monde. À vous de le deviner et de l'exploiter. Ne vous perdez pas sur le chemin. À la fin, vous ferez le bon choix. Vous vous retournez brusquement pour obtenir des explications de ce bien curieux artisan. Vous écarquillez les yeux en découvrant qu'il n'y a plus personne sur le tabouret qu'il occupait à l'instant d'avant. Une rafale tourbillonnante emporte ces derniers mots, alors que sur le plateau cabossé, qui continue de tourner lentement, trône la statuette d'un chat d'une infinie perfection. Si vous le souhaitez, prenez la carte figurant le simulacre du chat avant de quitter les yeux. Eh bien, c'était celle sur le dessus du paquet. Voici un quatrième simulacre qui s'ajoute à ma collection. Alors, ensuite, écoutez, je vais prendre les numéros les plus évidents. Donc, le 16, il n'est pas très très évident, cela dit. Le 16. Un vieillard Kakoshim est couché sur un grabat de fortune au fond de cette cabane délabrée. Son corps squelettique est secoué de clones de toux violentes qui le laissent longtemps exsangue. Les fragrances entêtantes d'encens dont les bâtonnets se consument en crachotant des bouffées grises peinent à chasser l'odeur de mort qui rôde autour de lui. Si vous possédez 3 simulacres ou davantage, rendez-vous au 54. Je possède 4 simulacres. Alors 54. Au moment où vous vous apprêtez à laisser ce pauvre air à son triste sort, une voix éteinte et plaintive s'élève de la couche sinistre. « Attendez !» siffle-t-il entre ses dents. « Vous en détenez plusieurs, n'est-ce pas? Je le sens. Comment pourrais-je ne pas le deviner, là, tout proche ?» Vous vous retournez et observez l'éclat raviné dans les prunelles vitreuses du mourant. « Pourrais-je les voir une dernière fois ?» implore-t-il. Ne redoutant pas grand-chose du vieil homme, vous le laissez contempler les simulacres en votre possession, l'aidant à se redresser sur son oreiller pour qu'il soit plus à son aise. Il écarquille les yeux, ouvre grand la bouche et manipule avec 1000 précautions les figurines d'argile qui irradient faiblement dans la pénombre. « Vous devez le libérer !» s'emporte-t-il d'un coup comme réanimé. « Le ferez-vous ?» Ses joues creusées, étirant ses mâchoires saillantes, se crispent de douleur tandis que son front ruisselle de sueur en proie à la fièvre et au délire. J'ai retrouvé le souterrain et j'y ai poursuivi mes travaux, précise-t-il comme pour lui-même. Il vous cherche du regard, mais ne semble plus discerner que des ombres mouvantes. Son bras rachitique et tremblant s'agite à tâtons et ses doigts ligneux finissent par accrocher votre manche. Oui, vous le ferez, je le sais. Vous n'êtes pas l'un de ces idiots incultes au service de ce seigneur présomptueux et despotique, un tas de brutes sans cervelle. Une force ancienne coule dans vos veines. Se pourrait-il que... Il s'interrompt en couvrant sa bouche de la main, essayant d'empêcher les mots d'en sortir. Allez-y, avant que d'autres ne trouvent mon repère, ne les laissez pas souiller cet endroit de leur présence répugnante. Vous comprenez qu'il est inutile de chercher à répondre ou à le questionner davantage. Désormais, il n'entend plus que les voix venues d'outre-tombe s'ablodier dans son crâne. Du papier, là, sur mon bureau,
demande-t-il, mu par un empressement soudain. Vous lui tendez une feuille froissée ainsi qu'un crayon de fusain. Tel un possédé, mais d'un trait encore alerte malgré son piteux état, il dessine compulsivement un rapide croquis des montagnes alentours et du chemin à prendre pour accéder à son repère. Exténué, il se laisse retomber sur son lit de fortune. Voilà, expire-t-il dans un souffle. Partez maintenant, je suis en paix, car je sais que vous irez là où je n'ai pas pu me rendre. Libérez-le et contemplez sa puissance enfin. Ces derniers mots sont inaudibles et l'homme ferme doucement les yeux. Remplacez la carte lieu numéro 3 par la carte lieu numéro 6 qui indique le repère de l'ermite. Si vous possédez une potion de soin et que vous souhaitez lui laisser sur un tabouret avec une cruche d'eau, allez au 10. Dans le cas contraire, vous pouvez quitter les lieux. Alors, je n'ai pas de potion de soin, mais j'ai une potion qui me permet d'avoir plus sain pendant toute la durée d'un combat, que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Alors, la carte lieu numéro 6. Ce jeu est passionnant. La carte lieu numéro 6. La voici. Alors, comme je n'ai pas fini mon exploration, eh bien, je vais la continuer un petit peu avant d'accrocher cette carte. Donc, il me reste le 36 et le 41. Allez, là, ce coup-là, je commence par le plus évident, c'est le 41, c'est carrément l'entrée du village. Il y a un sacré paragraphe. Une dizaine de femmes d'âge avancé sont rassemblées autour d'un feu dont les flammes joyeuses bondissent en crépitant au cœur d'un cercle de pierre. Elles portent des saris colorés aux techniques de drapés complexes qui paraissent indiquer une hiérarchie entre elles. Leur visage, au teint mat, souvent parcheminé, rayonne d'une sagesse infinie. La peau sombre contraste avec les chevelures blanches, presque immaculées, parfois ramassées en chignon ou tressées avec soin et rehaussées de fils d'or. Elle pose sur vous de grands yeux clairs, presque délavés, sans que vous y déceliez une once de crainte ou de jugement. Avant que vous n'ayez prononcé un mot, elle vous invite à vous asseoir afin de partager un thé odorant et parfumé. Comme vous initiez le dialogue, elles répondent à vos questions, bien que leur phraséologie s'avère compliquée à interpréter, pleine de double sens et de malice. D'autant que leur accent chantant et leur propension à l'emphase poétique rendent le propos parfois nébuleux. Vous apprenez en substance que les habitants de ce village sont les descendants d'une tribu très ancienne dont les origines se perdent dans la mémoire des hommes. Ils se sont toujours tenus loin des conflits, préférant la douce harmonie des altitudes et la simple contemplation. Mais la renommée de leur talent inégalé d'artisans, de musiciens, de sculpteurs ou de peintres dépassa vite les frontières des terres où ils vivaient reclus, pour parvenir jusqu'aux cours feutrées des seigneurs et monarques d'Ostérion. On les appelait les façonneurs. Enviés, vénérés, jalousés parfois, on supposa rapidement qu'ils maîtrisaient une sorte de magie élémentaire liée aux énergies primordiales, ce qui conférait à leurs œuvres une attractivité extraordinaire. Cela déclenchait chez ceux qui admiraient leur travail des émotions exacerbées, confinant à la fascination, voire à la dévotion. On raconte que ce sont les titans eux-mêmes qui, éblouis par la candeur de ces artistes remarquables, uniquement inspirés par la beauté de la nature, leur enseignèrent comment animer la matière, canaliser les flux, afin de donner vie à leur création si parfaite. À l'apogée de leur puissance, ils conçurent les veilleurs, quand des cultistes en fuite les implorèrent d'enfanter des gardiens assez redoutables pour protéger à jamais un sanctuaire, le sanctuaire de Morneval. Les façonneurs acceptèrent et se mirent à la tâche. Les veilleurs allaient constituer la pièce maîtresse de l'œuvre merveilleuse qu'ils bâtissaient sans le savoir. Ce serait le sacre de leur virtuosité, l'aboutissement d'un long chemin aussi personnel qu'ingrat.
La splendeur de ces homoncules intemporels dépassait en réussite tout ce que ces sculpteurs exceptionnels avaient réalisé jusque-là. La magie, insufflée aux golems, irradiait de toutes parts en écho à leur puissance incommensurable. Mais tout avait un prix. À l'instar de l'aigle cherchant à tutoyer le soleil, nombre des artisans se brûlèrent les ailes, enivrés par leur propre ouvrage. Certains y sacrifièrent leur lucidité, basculèrent dans la folie, exténués, vidés de leur énergie. D'autres s'épuisèrent jusqu'à la mort, refusant de dormir ou de se sustenter, tellement cette quête inconsidérée de perfection confinée à un narcissisme destructeur. La suite de l'histoire n'est pas claire. Les voix se font discordantes, rauques, évoquant l'ambition corruptrice qui dissout le bien commun au profit d'un seul, la convoitise de laquelle naît l'antagonisme et les heurts. Puis la parole s'apaise, reflue comme une marée furieuse pour permettre au silence de pacifier les mots. Comme vous abordez maintenant l'existence des simulacres, les traits de vos interlocutrices se tendent passablement et les regards se font plus graves. Effectuez un test d'esprit. Si vous êtes tralgaillant, bénéficiez d'un modificateur de +1. Allons-y. 3 + 1 = 4, c'est réussi. En cas de réussite, allez au 28. Mais écoutez, cette histoire est assez impressionnante. Vous comprenez que la question est sensible et que vous n'apprendrez pas grand-chose à ce sujet. Il semblerait néanmoins que les simulacres furent également conçus par les façonneurs à la suite d'une controverse sans précédent qui ébranla cette tribu vivant jusqu'ici en parfaite harmonie. La magie des titans avait peut-être semé les germes de la dissidence, de l'individualité, de la recherche du pouvoir. Dans tous les cas, cela engendra inévitablement la discorde, la rivalité et la désunion. Ceux qui sculptèrent les simulacres poursuivaient un autre but que les créateurs des veilleurs, bien que leur destin soit intimement lié. Ils œuvrèrent dans l'ombre jusqu'à ce que leur traîtrise soit découverte. Ce qui se passa alors au sein de cette communauté aux fondements pacifiques et idéalistes, les sages aux cheveux blancs refusent de vous le dire. Mais les mots sont inutiles. Vous imaginez très bien que la violence et la cupidité firent irruption dans leur vie d'ascète. Dès lors, le village céleste, peuplé d'artistes rêveurs, devint le village déchiré et perdit à jamais son innocence, où l'art ne poursuivait pas d'autre but que l'art lui-même. Notez le code des ombres et continuez votre exploration après avoir remercié l'assemblée du village. Des ombres. C'est une histoire relativement complexe. Alors, je continue mon exploration et donc il me reste à aller au 36 et nous aurons fait les 5 points d'intérêt. Le 36. Il n'est pas loin le 36. La masure est inoccupée. Toutefois, quelqu'un a dû partir à la hâte si vous en jugez par le désordre qui règne à l'intérieur et les maigres flammes qui agonisent dans l'âtre. Celui qui réside ici possède une collection de grimoires et d'ouvrages impressionnantes. Elle ne rivalise certes pas avec celle compulsée à la tour des scribes, mais n'en demeure pas moins d'une richesse incroyable. À son bureau de travail, vous trouvez des parchemins déroulés, une plume et un encrier. L'antre d'un érudit, sans aucun doute, et d'un artiste, de surcroît, si vous en jugez par l'élégance de son écriture et la beauté de ses dessins. Là encore sont évoqués les veilleurs et les simulacres. Notre mystérieux lettré cherchait, semble-t-il, à localiser l'ensemble des statuettes perdues. Le manque de temps vous empêche de tout étudier, néanmoins vous parvenez à comprendre que le plus puissant des simulacres serait toujours entre les mains, depuis des temps immémoriaux, d'une congrégation de moines guerriers. Leur monastère se trouverait au beau milieu de la région.
Vivant de leurs vignes et de l'artisanat, ils gardent secrètement ce trésor inestimable à l'abri des regards. Notez le code, les protecteurs et posez la carte lieu sur le plan Morneval. Alors là, je commence à avoir pas mal de codes. Les protecteurs. Eh bien, je vais chercher la carte lieu numéro 7. La voici. Alors, il y a effectivement le monastère du dragon que je ne connaissais pas. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour, non pas pour cette vidéo, mais pour cette exploration du village. Et je vous reprends dans un instant, poser mes cartes. Et voilà, alors voici ce que ça donne, mon plan. Et bien je vais continuer cette exploration, donc je vais faire apparaître de nouveaux lieux, mais je vais plutôt, pour l'instant, me cantonner à la douane fluviale et à la fontaine chuchotante pour voir ce qu'il y a là-bas. Alors je suppose qu'aux Agobars de Marchin, je vais pouvoir échanger des objets. Et il faudrait que j'en trouve un peu plus. Donc la douane fluviale, chapitre 7. Ça me paraît élevé ça comme numéro de chapitre. Ah mais il y a plein de chapitres 7 en fait. Vous savez quoi? Je vais aller au Marais gémissant qui n'est pas très loin après tout. Pourquoi pas? Chapitre 6. Alors logiquement, je peux rentrer à l'auberge avant, avant d'aller explorer un autre lieu. Ça paraît fort logique, hein. D'ailleurs, il me manque un petit bout de l'auberge, mais enfin bon, c'est pas très grave, parce que, a priori, je n'en aurai plus besoin. Mais si je veux être complet, ça serait pas mal que je le repose. Bon, on verra ça plus tard. Ça prend trop de temps. Alors, si je retourne à l'auberge, ça va être au 10 de l'auberge. Je vérifie vite fait que je ne me trompe pas dans ma démarche. Donc le 10. Ah oui. Alors, il faut faire attention à ce que ma carte à latte ne soit pas rouge. Donc, dans tous les autres cas, je vais au 38. Et donc, je peux récupérer quoi? Vous pouvez décider de vous reposer une seule fois à la suite de la visite d'un autre lieu afin de récupérer un peu d'énergie et poursuivre. Donc, je vais au 4. Je ne me souviens plus du nombre de points de vie. Je crois que c'est 4. Alors, vous commandez un tranchant. Il faut faire un jet de dés, je ne me souvenais plus. Il faut faire un jet de dés. Je n'ai pas le don bonne fortune. Ça sera donc un 3. Et donc, je vais au 31. Je récupère quoi? Je me souviens plus. Ah ouais, mais à chaque fois que je fais ça, je perds de la résolution. C'est pas bon du tout. L'auteur a tout prévu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Résolution 8. Ah oui, on est assagi dans l'auberge, au chaud, et on perd de la motivation. Bon, je lance un dé pour le nombre de points de vie. Ça sera un 4, et donc je récupère 2 points de vie. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. 2 points de vie. Alors les PV, je vais les noter ailleurs, parce que c'est la merde. Donc j'étais à 17, je repasse à 19. Voilà, allez, sans plus attendre, comme me dit l'expression, rendez-vous au Marais gémissant. Ça sera le chapitre 6. Chapitre 6. Alors, le repère de l'ermite. Le Marais gémissant. Vous ne pouvez visiter ce lieu qu'une seule fois. Si vous l'avez déjà exploré, consultez la carte de Morneval et effectuez un nouveau choix. C'est un endroit lugubre. S'il est possible que ce soit pire que ce que vous avez traversé depuis que vous arpentez cette région maudite. Au fond d'une dépression presque circulaire, délimitée par des coteaux,
instable et raviné, s'étend un marécage noir, vaste et maussade étendue liquide. Ces eaux dormantes exhalent des vapeurs fétides qui s'entortillent telles des tentacules autour des troncs d'arbres. C'est un endroit lugubre, s'il est possible que cela soit pire que ce que vous avez traversé depuis que vous arpentez cette région maudite. Au fond d'une dépression presque circulaire, délimitée par des coteaux instables et ravinés, s'étend un marécage noir, vaste et maussade étendue liquide. Ces eaux dormantes exhalent des vapeurs fétides qui s'entortillent telles des tentacules autour des troncs et des arbres morts. Leurs silhouettes voilées façonnent une armée en déroute, pétrifiée, engluée dans la gueule avide d'un monstre gigantesque qui les avale lentement. À peine avez-vous posé le pied sur les rives de ce cloaque que l'air devient aussitôt suffocant. Brisant le silence pesant, des corneilles s'envolent à tire-d'aile vers des cieux courroucés. Vous ne parvenez pas à interpréter leur croassement sinistre. Est-ce un avertissement qu'elles vous arrêtent ou préviennent-elles par ces cris rauques les hôtes des marais de la présence d'un intrus? Dans cet espace incertain, trouver un passage sûr permettant d'explorer le cœur du marais reste une tâche ardue, d'autant que tout paraît mouvant. Les ombres, comme les jeux de cette lumière diaphane, rasant l'onde, redessinent en permanence les contours des terres. Si vous êtes Al-Kashra, effectuez un test de prescience. En cas de réussite, allez au 18. Dans le cas contraire, allez au 9. Eh bien, je vais aller au 9 et je ne suis pas Al-Kashra. Les sens en alerte, vous cherchez du regard un chemin praticable à travers le rideau de brume. C'est un enchevêtrement de sentiers boueux, un inextricable lacis d'étroits goulets encadrés d'étendues liquides ou de massifs de roseaux. Les massettes, lestant les tiges souples de ces derniers, s'entrechoquent mollement sous la brise et distillent une sombre mélopée, aussitôt emportée par les bourrasques. L'obscurité se renforce un peu plus, comme si cet air inondé absorbait toute lumière et toute vie. Si vous possédez la lampe éternelle, allez au 29, sinon allez au 15. Je n'ai pas la lampe éternelle. À peine avez-vous allumé votre lampe à huile que la flamme se meurt aussitôt. Vous essayez à plusieurs reprises d'embraser la mèche et préférez mettre cet échec sur le compte de l'humidité ou d'une huile frelatée plutôt que d'imaginer une origine plus suspecte à ce mystère. À chaque tentative avortée, les ombres s'épaississent et des bruits inquiétants vous entourent dans les ténèbres qui s'imposent. Murmures étouffés, emplis d'animosité, bousculades précipitées dans les roselières, respiration haletante, craquement de branches brisées. Si vous êtes Tralgaillan, testez l'instinct du guerrier. Si c'est une réussite, allez immédiatement au 22, sinon ça sera le 6. Alors l'instinct du guerrier, je rappelle que j'ai +1 et que cet instinct du guerrier dépend de l'un des 3 archétypes que vous avez choisi. Donc moi c'est +1. 5 + 1 égale 6. Je suis plutôt verni au dé quand même, c'est pas mal. Hein. Donc je vais au 22 immédiatement. Avant même de l'apercevoir, vous devinez cette présence hostile qui vient de se glisser dans votre dos. Malgré le soin qu'elle a pris à s'approcher sans bruit, après avoir émergé des flots glacés, votre instinct de combattant a anticipé le danger. Vous agissez alors à une vitesse fulgurante. Dans un même élan, vous saisissez Cassilde par son manche d'ivoire et dégainez l'épée tout en pivotant sur les talons. D'un formidable mouvement circulaire, vous frappez de taille la silhouette furtive qui n'a pas le temps de s'apercevoir que sa tête a déjà quitté ses épaules pour aller rouler quelque part dans le fossé fangeux. L'instant d'après, Cassilde, repu, a rejoint son fourreau dans un feulement rauque. Rendez-vous au 27. Je pense que je l'ai échappé belle. Vous considérez l'étrange humanoïde qui a tenté de vous surprendre. Jamais jusque-là vous n'aviez rencontré ce genre de créature. Un corps frêle, au teint olivâtre, une peau épaisse et écailleuse, de longs bras maigres que terminent des mains griffues. Ses jambes tordues contrastent singulièrement avec le reste de son anatomie
et ses pieds sont palmés. Vous ramassez la tête d'un geste dédaigneux et contemplez une face sans relief, aux traits grossiers, des deux yeux globuleux et jaunâtres fendus d'une pupille étroite reflètent encore la surprise de la mort. La bouche grimaçante est dépourvue de lèvres, mais laisse entreapercevoir 2 rangées de dents aussi fines que tranchantes. À la base du cou, des vestiges de branchies confèrent à cette parodie d'homme des allures de batracien bipède. Il va falloir vous montrer prudent désormais et demeurer sur vos gardes. Rendez-vous au 2. Rendez-vous au 2. Vous ne sauriez dire si ailleurs en Morneval s'impose le jour ou la nuit, mais dans ce marais perdu, toute lumière a déserté. Un froid perçant s'invite aux ténèbres et s'accroît avec l'humidité. Même si votre vision nocturne est supérieure à n'importe quel humain, il règne ici une obscurité aussi dense que du plomb. L'air saturé des émanations toxiques annihile tout éclat, dévore le moindre scintillement. Votre visibilité se limite à un rayon d'à peine 10 pas, périmètre tout juste suffisant pour échapper aux pièges les plus grossiers que forment les fondrières et les vasières. Après un moment de réflexion, vous envisagez 3 itinéraires. Le premier est un mince sentier aux accotements friables qui s'enfonce au cœur du marais en plongeant sous les frondaisons d'une forêt. Allez au 7 si vous souhaitez retenir cette solution. L'autre chemin part légèrement sur votre gauche. Il est plus large que le précédent, mais traverse la zone en sinuant à découvert. Vous ne discernez que des murs mouvants de joncs élancés et de lèches aux feuilles coupantes qui bruissent doucement. Si vous choisissez cette option, rendez-vous au 16. Enfin, vous pouvez au contraire longer la bordure extérieure du marécage plutôt que de vous y engager pleinement. Il vous semble apercevoir une piste rocailleuse en limite de rupture de pente, non loin sur votre droite. Si cette dernière possibilité emporte votre préférence, et c'est le cas, je vais au 12. Dans un marécage, il vaut mieux aller sur la pierre. À flanc de coteau, vous avancez d'un bon pas, guettant un marais plus impénétrable que jamais. Il semble se claquemurer, dressant des palissades de brouillard malodorant, cherchant à préserver des secrets inavoués. Si vous possédez une carte aléatoire rouge, c'est le 26. Si elle est verte, allez au 5. Elle est verte. Tout est étrangement calme, figé, comme si le marécage reprenait lentement son souffle, attentif et immobile. Si vous détenez 6 simulacres ou plus, allez au 19. Entre 3 et 5, allez au 14. 2 ou moins, rendez-vous au 23. Eh bien, il faut que j'aille... donc j'en ai combien? J'en ai 4, donc ça sera le 14. Donc ça serait intéressant à noter que pour le marais gémissant, il me faudrait 6 simulacres, si possible. Je ne me suis pas trompé? Non, entre 3 et 5. Des mouvements dans le noir, des cris lugubres qui avaient déjà hanté votre première nuit en Morneval retentissent à nouveau de toutes parts. Les goules infâmes déferlent en vagues boursouflées sur le marais. Une grappe de ces créatures abjectes se rue sur vous, ne vous laissant guère d'autre choix que de faire face afin de repousser au plus vite un premier assaut. Goules pustuleuses, rien que ça. Point de vie 20, défense 2, combativité 1D plus 2. Alors, modificateur contextuel, -1 au test de combat pour le premier tour. C'est une horde de monstres qui déferle. Communion tellurique, don, +1 au test de combat. Lampe éternelle, objet, je n'ai pas. Ça va être délicat. Alors, sauf erreur, mon arme est toujours aiguisée et j'ai encore le +3 de points de dégâts par blessure, si je ne me suis pas trompé dans le décompte de combat, ce que j'espère. On va démarrer, donc j'ai +2 encore, et puis je vais avoir -1 sur ce premier jet, je ne vois rien de plus, alors que je note les points de vie de ces boules, 20, et on y va.
Je suis assez inquiet. 6. J'ai de la chance. 6 plus 2 moins 1, ça fait 7. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Pas plus de malus. 7. Vous tracez un sillon sanglant dans cette armée répugnante. Infligez au Ghoul une blessure critique et bénéficiez d'un modificateur de +1 pour le prochain test de combat. Alors, les dégâts. Alors, est-ce que mes dégâts avec l'arme affûtée vont aussi être multipliés par 2? Je vais présumer que non. C'est possible que oui, mais je vais présumer que non. Donc 1d plus 4 de dégâts, multiplié par 2. 6. 6 plus 4 égale 10. Eh bien, je les ai assassinés en un coup. Hein, voilà. Et par contre, mon arme n'est plus affûtée. Et je vous prie de remarquer que je n'en ai même pas eu besoin. Parce que la blessure critique, c'est méchant. Hein. C'est méchant. Alors, on va lancer un dé pour le trésor. Ça sera un 2. Rien d'intéressant, j'ai pas de chance. Si vous remportez l'affrontement en 3 tours au moins, allez au 1. Eh bien, c'est bien ça. Je vais au 1. La vague d'ennemis vaincus, vous n'avez que peu de temps pour réagir avant que d'autres créatures ne vous assaillent à leur tour. Votre dernier combat a ouvert une brèche dans leur rang et vous pouvez, si vous le souhaitez, fuir loin d'ici en quittant définitivement le marais gémissant. Mais les ghouls paraissent éviter le cœur du marécage où vous devinez un étroit sentier qui se perd dans la forêt noyée. Si vous optez pour cette solution, rendez-vous au 7. Bien sûr que oui. Sur cette terre acide, les troncs torturés des arbres défoliés semblent exprimer un indicible tourment, comme si la sève captée par leurs racines recelait quelques poissons insidieux. Une inquiétante chape de silence pèse sur le marais. Elle revêt une auguste dimension presque sentencieuse, comme dans ces temples voués aux divinités. On n'entend même plus le croassement funèbre des corbeaux. Dans le giron de la forêt noyée, les eaux paraissent moins profondes. De grosses bulles éclatent mollement à la surface et diffusent ce gaz soufré qui sature l'air de fragrances méphitique. Le chemin se poursuit presque rectiligne, toujours plus en avant dans le marais. Je suis Tralgaillan, j'irai au 13. Cet endroit, cette corruption, vous en connaissez l'origine. Il y a d'autres lieux comme celui-ci en Ostérion, pervertis par des suppôts fanatiques souillant les sanctuaires titanesques, intoxiquant les champs d'émergence magique, là où vos maîtres domptèrent les flux de sève au prix d'innombrables sacrifices. Vous êtes de cette filiation primordiale et sous vos yeux s'étale la profanation d'une mémoire sacrée, comme si l'on avait saccagé votre logis, offensé une sagesse ancestrale. Face à ce spectacle de désolation, devant cette végétation rabougrie, corrodée, malade, vous sentez une profonde colère monter en vous. Au-delà, vous percevez une longue plainte déchirante. Vous vous rappelez le livre dans la tour d'Escrime. Mais oui, la gardienne du marais, Gwenuran. Voilà où j'avais déjà vu ce nom. Eh bien, vous aurez remarqué plus tôt dans la vidéo que j'aurais dû le noter pour m'en souvenir. Voilà où est-ce qu'on peut trouver Gwenuran. Tentez esprit. En cas de réussite, rendez-vous au 3. Alors, esprit, j'ai +1. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de dépenser mon dernier point d'héroïsme? Eh bien, je fais ça. Je dépense mon dernier point d'héroïsme et j'ai donc +3. Et donc, c'est forcément une réussite. Si je ne me trompe pas. Ouais. 3 plus 3 égale 6. Alors, je vais au 3. Gwenuran. De nouveau, la lancinante lamentation retentit quelque part entre votre clairvoyance exacerbée et le monde réel qui vous entoure. Vous ressentez intimement la même existence captive, son indicible tourment. Vous devinez sa présence, plus proche cette fois. Une prisonnière.
Guenioran est une prisonnière. Mais qui est-elle vraiment et quels sont ses geôliers? Une chose est sûre, elle est liée à ce marais. Elle en est l'âme et le protecteur. D'un regard, vous balayez la forêt noyée, les arbres patientent comme autant de gardiens d'écorce pétrifiés, égarés dans un océan de brume. Là, à peine visible à 50 pieds du chemin, vous devinez un entrelac de racines tordues qui s'élève en un éventail sylvestre. Quelque chose d'impérieux vous pousse à quitter temporairement le chemin et explorer cette zone. La couche d'eau stagnante qui vous sépare de cet hôtel végétal, paraissant peu profonde, vous pouvez décider de suivre votre intuition et d'inspecter l'endroit. Dans ce cas, elle est au 11. Si vous pensez être le jeu d'hallucination et préférez éviter de vous précipiter dans un piège, poursuivez votre marche sur le sentier en vous rendant au 21. Bon, je vais aller au 11. J'ai un peu de mal à savoir si c'est bien ou pas bien. Vos semelles s'enlisent dans une boue qui expulse des gaz dont l'odeur répugnante vous prend à la gorge. Vous perdez 2 points de vie. Je passe à 17. Et je n'ai pas le don inaltérable. Derrière cette barrière de lianes noueuses, vous devinez un passage souterrain qui plonge sous la terre noire en une rampe abrupte. Aiguillonné par la curiosité, vous déblayez l'entrée de votre arme avant de vous enfoncer dans un réseau de tunnels, vaguement étayés et de cavernes obscures à demi noyées. L'eau croupissante dégage des odeurs fétides et s'agite de remous à votre approche. Au fur et à mesure de votre avancée, des cris stridents et sinistres retentissent comme des mises en garde. Dans ce dédale humide, vous progressez pourtant sans hésiter, dirigé par la voix de la gardienne du marais qui résonne dans votre tête. Elle vous appelle et vous guide. Mais ces geôliers se dressent sur votre chemin, créatures contrefaites et repoussantes, armées de sabres rouillés et de tridents. Leur allure grotesque d'amphibiens bipèdes leur confère toutefois un avantage certain dans ces étroites galeries inondées. Plusieurs d'entre elles vous barrent la route, tandis que des cavalcades effrénées montrent que d'autres sont en route pour les rejoindre. Sans vous arrêter, vous forcez le passage. Testez corps, appliquez un modificateur de -1, sauf si vous possédez le don destructeur, communion tellurique ou bonne fortune. Souffrez d'un modificateur de -1 supplémentaire si vous êtes blessé ou gravement blessé. Alors je suis à 17. 17, c'est bon, ça va encore. Donc j'ai -1 et je fais un test de corps. 2 - 1 égale 1, c'est raté. Je vais donc au 4. Vous êtes blessé dans cet assaut précipité et réprimez un grognement de douleur lorsque vous sentez le fer ébréché taillader votre épaule. Vous perdez 3 points de vie. Eh bien, je passe à 14. Et là, j'ai -1 au jet de combat. Donc, ça sent le roussi. Je vais au 25. Je ne me suis pas trompé. Un escalier s'ouvre sur votre droite. Vous dévalez les marches lustrées 4 à 4, mais vous êtes bientôt stoppé par un groupe plus nombreux de ces bipèdes abranchis. Vous chargez, l'acier de votre arme arrachant des reflets spectraux à une étrange lueur émanant des profondeurs. Testez corps à 2 reprises. Souffrez d'un modificateur de -1, sauf si vous possédez le don communion tellurique ou bonne fortune. -1 supplémentaire si vous êtes fébrile et encore -1 si vous êtes blessé ou gravement blessé. Nom de Dieu. Alors, tester corps à 2 reprises. Donc, j'ai +2 encore, mais j'ai -1 et puis encore -1 parce que je suis blessé, pour tout vous dire. Je suis blessé, il n'y a pas à tortiller, je suis blessé. Donc ça fait, j'ai pas de bonus. Alors à 2 reprises. Première reprise, c'est raté. Et deuxième reprise, juste pour la forme, j'ai tout raté.
J'ai tout raté. Pour chaque échec, perdez un des 6 points de vie plus 2, plus 2. Votre score de défense s'applique comme pour un combat classique. Je suppose à chaque jet. Enfin, j'espère. Ce qui paraît logique. Alors, première perte de points de vie. 3 plus 2, 5. Et j'ai défense 3. Ça fait que je perds 2 points de vie. Je passe à 12. Deuxième jet. 5 plus 2, 7. Moins 3 égale 4. Je passe à 8. Eh bien, les amis, je suis gravement blessé et j'ai donc moins 2 au jet de combat. Aïe, rendez-vous au 17. Je crains que mon aventure ne s'achève dans ce marais fétide. La voie est libre, alors que vous sentez confusément la même présence, désormais familière, qui vous exhorte à presser le pas. Au bas de l'escalier s'ouvre une caverne drapée de concrétions laiteuses. Éclairées par la lueur des torches murales, 4 créatures à la peau squameuse se tiennent là. Leurs têtes de poisson sont coiffées du ridicule couvre-chef. Mains jointes, elles psalmodient des incantations agressives dans une langue gutturale, agglutinées autour d'un horrible trophée. L'objet de leur délectation est un cœur noir et palpitant, entravé par des cordes de chanvre qui l'oppressent, le meurtrissent tout en le maintenant suspendu en l'air. Le cœur de Gwenyuran, désincarné et scarifié. Vous ignorez quelle obscure magie est à l'œuvre ici, puisant à petit feu l'énergie de la gardienne du marais qui agonise sans trêve ni fin, endurant les pires tombants. Quel terrible supplice! Depuis combien de temps dure-t-il? Gagné par la colère, vous bondissez en criant, ce qui suffit pour faire décamper les créatures. Vous libérez enfin l'organe poissé de sang et un long soupir déchirant résonne alors que vous tranchez le dernier lien. Bien que l'on vous épie dans l'ombre, au cours de votre remontée, personne n'ose se mettre en travers de votre chemin. Seules des voix courroucées profèrent de furieuses imprécations, alors, tandis que le cœur bat doucement entre vos mains. Vous émergez dans une clarté pâle, encore hésitante. À première vue, rien n'a changé dans le sinistre marais, mais à bien y regarder, la présence de ce bruant à tête noire qui vous observe depuis la branche bourgeonnante d'un bouleau pourrait bien annoncer des temps nouveaux. Vous pouvez décider d'emporter le cœur de Gwenyuran qui constitue un trophée rare que vous aurez sans doute l'occasion d'échanger à un bon prix. Quittez alors cet endroit sans attendre et poursuivez votre aventure en Morneval. Mais peut-être souhaitez-vous le rendre au marais et vous l'imaginez à sa gardienne. Dans ce cas, allez au 30. Voilà, je ne peux pas le garder avec moi. Un trophée rare. Ça fait envie, hein, mais non. Si vous êtes Thrall gagnant, diminuez votre résolution de 1 point. Le cœur, excusez-moi, je commence à fatiguer, mais je ne peux pas m'arrêter. Le cœur flotte un moment à la surface de l'eau, puis s'enfonce doucement avant de disparaître. Le bruant des roseaux se met alors à pépier à gorge déployée. Une bergeronnette grise lui répond quelque part au loin, et puis d'autres chants, d'autres voix. Il vous semble que les ténèbres perdent un peu en vigueur, assez en tout cas pour que vous trouviez votre chemin sans jamais plus risquer de vous égarer. À chacun de vos pas, des fleurs sortent de l'humus, témoignant de la reconnaissance de cette terre outragée. À la lisière du marécage, fichée dans le sol, une corne d'ivoire cannelée paraît vous attendre. Gwenyura a une dette envers vous désormais et elle tient à l'honorer. Récupérez la carte où figure la corne de Gwenyuran. Vous avez maintenant l'occasion d'invoquer la gardienne à une seule reprise lors d'une bataille à venir afin qu'elle combatte à vos côtés. Alors je perds 1 point de résolution, je passe à 7 et je vais aller chercher mon trophée, la corne de Gwenyuran. Alors elle est où cette corne? La corne de Gwenyuran.
Ah, la voici. Voici la corne de Guigneron que je vais rajouter à mon inventaire. Ici, quitter le marais définitivement. Eh bien, écoutez, est-ce que je m'arrête là ou pas? Est-ce que je m'arrête là ou pas? Donc ça valait le coup de venir dans ce marais, j'ai mis 100. Hein. Bon, pour tout vous avouer, je suis un peu fatigué, il est très tard, il est minuit et demi pour tout vous dire. Malgré ma volonté farouche de continuer à explorer Morneval, je trouve ce roman incroyable, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répéterai encore 1000 fois, et c'est mon droit. Je trouve que le vocabulaire employé par l'auteur, les tournures de phrases, le style est vraiment bon, et je ne suis pas sûr de l'avoir rencontré dans un livre dont vous êtes l'héros. On a souvent des styles qui sont bons, mais là, je trouve qu'on est dans l'excellence. Écoutez, c'est mon opinion. Je vais vous laisser là. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Hein, et en espérant que j'arrive assez loin. Donc, il me reste que 8 points de vie. Peut-être que la prochaine vidéo sera courte. On ne sait pas. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt.